Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez particulièrement demandé, puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser à la reconversion professionnelle. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous êtes très certainement posé la question d'une reconversion professionnelle, mais surtout, comment faire pour bien réussir sa reconversion professionnelle. Et également, et c'est le nerf de la guerre, combien ça va me coûter. Le but de cette vidéo est de vous permettre d'avoir toutes les clés en main pour retrouver le bon chemin, en tout cas franchir le pas pour recommencer une nouvelle voie et en tout cas votre reconversion. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des conseils, que ce soit en message privé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram notamment, en tant que professeur, des renseignements sur la reconversion et vous êtes beaucoup à ne pas savoir à qui s'adresser, à quel organisme vous adresser. D'ailleurs, j'en profite pour dire un grand merci à tous mes abonnés, que ce soit sur Facebook et Instagram, même YouTube, et que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous serez averti de toutes mes nouvelles vidéos et bien sûr, vous pouvez me suivre sur les réseaux, que ce soit sur Facebook et Instagram. Pour votre projet de réorientation, je ne peux vous donner une bonne solution, car en fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et toutes les situations sont individualisées et je ne peux pas vous donner une bonne réponse et on ne peut pas appliquer la bonne réponse à tout le monde en tout cas. C'est pourquoi je vais vous présenter dans cette vidéo toutes les options qui s'offrent à vous en fonction de vos besoins, surtout de votre statut et de vos prérequis. Vous le savez sûrement, mais changer de métier au profil de celui de menuisier ou d'un autre métier par ailleurs, ce n'est pas assimilable à une opportunité qui est à saisir au bon moment. C'est un projet, il faut le vivre comme un projet que vous devez anticiper et en prenant le temps nécessaire qu'il vous faut pour consolider ce projet. Vouloir se former en amont de sa reconversion professionnelle, ça peut être une bonne décision salutaire, surtout si vous n'avez aucune des formations initiales précédemment listées ou les compétences qu'on va lister après. La formation peut être en effet, dans une certaine mesure, la clé d'une reconversion professionnelle en tant que menuisier, mais pas forcément. Mais une chose est sûre, c'est que se reconvertir ne rime pas toujours avec se former. Tout d'abord, j'aimerais citer une petite phrase que j'aime bien de Arthur H. Une des clés du succès est la confiance en soi, mais une des clés de la confiance en soi est la préparation. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà dans la phase de réflexion ou de préparation. Pour m'aider aujourd'hui, parce que vous le savez, je n'ai pas la science infuse, surtout sur le domaine-là, on va accueillir Corinne Dubois, conseillère en formation continue Greta Lorraine Nord. Bonjour Corinne. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors, on va annoncer un petit peu le plan de cette vidéo. Donc, dans un premier temps, on va faire un point sur les différents objectifs pour faire une bonne réorientation en 5 points. Dans un deuxième temps, on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux et que si vous regardez cette vidéo, vous très certainement vous aider à répondre à vos questions actuellement. Et enfin, dans la dernière partie, on présentera, c'est surtout Corinne qui le fera, les différents organismes en fonction de vos besoins. Tout d'abord, vous savez que c'est un organisme qui dépend de l'Éducation nationale. Si vous ne le savez pas, maintenant c'est fait, qui va aider à la reconversion professionnelle et qui va permettre d'avoir un échange sur les projets professionnels. Le Greta va également aider à orienter sur le meilleur chemin et sur la bonne formation qui sera adaptée à vos besoins. Mais comme je l'ai dit déjà précédemment, le nerf de la guerre, c'est aussi trouver les financements possibles pour financer votre projet de réorientation. De plus, c'est un organisme qui travaille avec nous, car si vous ne savez pas encore, je suis professeur de l'Éducation nationale spécialisé dans la menuiserie. Et c'est vrai qu'on reçoit régulièrement des personnes qui viennent du Greta Lorraine Nord, ici dans notre lycée à Montigny-lès-Metz. Donc c'est pour ça qu'on fait appel au Greta dans cette vidéo. Est-ce que Corinne, tu peux nous préciser peut-être un petit peu plus sur le Greta, ta filière notamment? Oui, sur la filière du bâtiment. Ouais. Donc effectivement, le Greta, comme tu l'as dit, c'est un groupement d'établissements, c'est ce que veut dire l'acronyme. Donc nous, on va travailler sur la base d'un groupement d'établissements de l'Éducation nationale qui sont partenaires, qui se mobilisent en fait et qui mutualisent leurs ressources. Donc l'avantage, c'est que pour nos formations, effectivement, on peut compter sur le professionnalisme et sur les compétences
expérience de professeur de l'éducation nationale, donc une certaine reconnaissance par rapport à ça. Et puis surtout, on peut proposer des formations au plus près du domicile des personnes, par exemple. C'est-à-dire que les lycées, il y en a effectivement voilà, un petit peu partout, en tout cas sur le secteur du Greta-Lorraine Nord. Donc en s'appuyant sur les lycées, on a un maillage très précis et du coup, voilà, on fait faire rarement 150 km à un stagiaire pour qu'il suive une formation. Donc ça, c'est un des avantages aussi du groupement des Greta. On va commencer peut-être par les 5 grands points pour bien réussir sa reconversion professionnelle. Le premier point, je pense, qui est fondamental, c'est comprendre sa motivation. Et quand je dis comprendre sa motivation, c'est plus particulièrement pourquoi je souhaite changer de métier. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées dans mon emploi actuel, puisqu'il ne faudrait pas changer de métier pour se satisfaire, en tout cas, et retrouver la même problématique dans le nouveau métier qu'on va faire. Et est-ce que justement ces difficultés, elles sont passagères? Est-ce qu'elles sont là depuis un moment? Est-ce que c'est la routine qui fait que j'ai plus envie de travailler dans ce métier? Est-ce que, et d'ailleurs je pense que vous êtes nombreux aussi, dû à la crise du Covid, à vous être rendu compte de certaines choses. Et ai-je envie de changer de métier ou d'environnement? Ça, c'est aussi une problématique importante. C'est-à-dire que c'est peut-être l'entreprise aussi qui ne correspond plus à vos attentes. Il est important aussi de se dire, est-ce que j'ai des futures perspectives d'emploi dans mon secteur à moyen, à court terme ou voire à long terme? Et est-ce que ces perspectives vont me satisfaire ou pas? Et enfin, je pense la question, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelles concessions je suis prêt à envisager? Perte de salaire, mobilité, ça va être ultra dépendant aussi du secteur dans lequel vous êtes et des emplois possibles dans ce secteur-là. Le deuxième point, se faire accompagner. C'est vrai que j'ai eu de nombreux retours de personnes qui me suivent et ils m'ont témoigné l'importance de se faire accompagner. Alors quand je dis se faire accompagner, je ne l'entends pas seulement au sens professionnel du terme, parce que bien sûr vous pouvez trouver des conseillers en évolution professionnelle, des conseillers bilan pour le bilan de compétences, des connaissances, des coachs, mais je l'entends aussi d'un point de vue privé et même des personnes proches qui vont vous donner des idées, qui vont prendre le temps de vous écouter, parce que c'est vrai que c'est un passage qui est important dans la reconversion professionnelle, c'est d'avoir une écoute pour pouvoir reprendre du recul par rapport à votre projet, puisque on parle d'un projet quand même qui peut changer votre future vie à moyen ou à long terme, donc c'est vrai que c'est une étape quand même assez importante, et c'est pour ça qu'il faut vraiment vous entourer de personnes. Et ça, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne, c'est de vous entourer de beaucoup de personnes avec des avis différents, pour vous faire votre propre avis. En revenant sur le conseiller en évolution, est-ce que tu peux me parler, alors c'est vrai que j'ai entendu parler du CEP. Ouais. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce rôle? Alors, le conseil en évolution professionnelle est un dispositif qui est un dispositif national, en fait, et qui permet à tout à chacun, à un moment donné, d'avoir accès à un conseiller. Voilà, pour justement, par rapport à tout ce que tu as dit précédemment, d'aider à mettre un petit peu de l'ordre dans un futur projet professionnel de reconversion, de complément de compétences, etc. Et donc, dans tous les départements de France, où que vous soyez en France, en fait, vous avez un service, le conseil en évolution professionnelle. Donc, il y a un site internet. Si vous tapez conseil en évolution professionnelle, vous avez une carte, vous cliquez sur votre département et on vous donnera les coordonnées de la structure à contacter, du CEP. Mais c'est important, effectivement. Nous, au Greta, c'est souvent un des premiers conseils qu'on va aussi donner, de passer par le conseil en évolution professionnelle en amont, parce qu'on ne va pas pouvoir non plus faire tout le parcours avec la personne. Donc le conseil en évolution professionnelle permet de mettre un petit peu de l'ordre. Je vais juste ajouter un point par rapport à ce que tu disais de se faire entourer. C'est important aussi de s'assurer qu'on a bien compris où on mettait les pieds et ce que comprenait le métier vers lequel on veut se diriger. Mais ça, on en reparlera peut-être un tout petit peu après quand tu parles des professionnels. Oui, je pense. Est-ce que tu peux nous dire aussi
Parce qu'on a vu que ça coûtait de l'argent. Là, le CEP, il est gratuit. Le CEP, c'est un conseil national, c'est un dispositif national qui effectivement est pris en charge. Donc c'est à coût zéro. Après, on vous proposera un accompagnement plus ou moins long, mais il n'y a pas de financement. Enfin, en tout cas, vous ne payez rien. C'est financé, c'est un dispositif financé par l'État. Est-ce qu'il est vieux, ce CEP, ou c'est assez récent Alors, il a eu des noms différents au cours, voilà, ça a plus ou moins toujours existé, mais c'est un dispositif qui émane de la loi de 2018 sur le choix de son avenir professionnel, qui a révolutionné un petit peu le monde de la formation continue notamment, donc la formation tout au long de la vie. Et donc, à la suite de cette grosse réforme au niveau de la formation continue, le Conseil en évolution professionnelle a été créé. Alors, on arrive donc sur le troisième point, qui est le bilan de compétences. Le bilan de compétences, j'en suis sûr, vous avez entendu parler de ça. C'est très actuel en tout cas. Le bilan de compétences, il va servir à faire un accompagnement personnalisé, individualisé même, d'une durée de 24 heures maximum répartie sur 2 à 3 mois. En réalité, il comprend quand même plusieurs étapes. Le bilan de compétences, il peut être financé soit par le plan de développement des compétences de l'entreprise en interne, soit par le CPF. Voilà, le quatrième point, et Corinne, tu nous as déjà un petit peu parlé de ça, c'est vraiment de rencontrer les professionnels du métier pour envisager de construire un réseau. Mais pas seulement le réseau, mais on a vu aussi que ça servait à casser les préjugés, en tout cas du métier, et à vraiment voir le métier d'un autre œil, de l'œil du professionnel, avec ses avantages et ses inconvénients. Et ça, c'est vrai que c'est un objectif très important de découvrir l'environnement de travail et on va dire, du métier envisagé et surtout les conditions réelles pratiquées en entreprise, puisqu'ils peuvent être un petit peu différents des conditions qu'on pense être du métier. Notamment, par exemple, le métier de menuisier, il regroupe beaucoup de sous-métiers. Et c'est vrai que le menuisier en lui-même, si on dit à quelqu'un qu'on est menuisier, il ne sait pas vraiment encore ce qu'on va travailler ou ce qu'on fait précisément dans le métier en lui-même. Et c'est pour ça que c'est important de voir des professionnels et ils vous accueilleront toujours avec bienveillance pour vous montrer le métier, pour vous expliquer leur ressenti et aussi, ils vont sûrement vous conseiller sur si vous êtes intéressé par tel ou tel sous-métier, il faudrait plus aller dans tel type de formation, etc. Ça peut être un bon moyen d'avoir le métier en lui-même. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Corinne ? Pour aller un petit peu plus loin par rapport à ça, vous savez peut-être, parce que certains d'entre vous en ont peut-être déjà bénéficié, qu'il y a des dispositifs qu'on appelle les périodes de mise en situation en milieu professionnel qui permettent effectivement d'avoir une convention de stage donc, qui est gratuite et pour l'employeur et pour la personne qui en bénéficie. C'est principalement destiné aux demandeurs d'emploi, mais c'est aussi accessible si je suis salarié. C'est vraiment un dispositif qui est tout à fait possible. Donc on va au Pôle emploi et on peut demander à signer une période de mise en situation professionnelle, ce qui va permettre pendant 1 semaine, 2 semaines, d'aller chez un professionnel, de passer ses journées avec lui. Donc là, c'est à vous de le trouver, ce professionnel. Mais en tout cas, ce professionnel, à la fin de ce stage, il sera en mesure effectivement de vous aider à valider ou d'invalider votre projet. C'est-à-dire que vous aurez vu quelles étaient les conditions normales de l'exercice du travail. Et lui, si vous commencez de zéro, il saura vous dire ouais, mais là, je te vois bien ou je ne te vois pas sur ce type de poste. Et comme le disait Guillaume tout à l'heure, de pouvoir éventuellement vous orienter ou vous aider à vous orienter sur ces métiers-là. On peut dire un peu que c'est une période de stage, en fait. C'est ça, période de stage. Voilà, ou PFMP pour les élèves qui me regardent. Donc je précise, période en formation en milieu professionnel. Donc on en revient à dire que en fait, mobiliser le réseau personnel ou professionnel pour planifier les choses, c'est très important et ça va vous permettre aussi d'avoir une autre approche que l'approche qu'un conseiller peut vous donner. Vous pouvez également, et c'est des idées que je lance comme ça à la mer, aller voir dans des salons où les entreprises sont présentes, faire des visites aussi d'entreprises, donc ça on l'a vu, et le bénévolat en tout cas peut aider des fois à se rendre compte que ça nous plaît. Alors le 5e et dernier point, c'est se former et faire connaître ses compétences. Une fois que le projet de reconversion a été affiné, la question de compétences à acquérir se pose. Plusieurs options vont s'offrir à vous. La formation,
la reconnaissance de votre expérience, et là aussi, vous avez sûrement entendu parler de la VAE, qui est la validation des acquis de l'expérience. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur la VAE? Alors effectivement, hein, on peut, dans certains domaines, la plupart, on peut avoir besoin d'une reconnaissance. On sait faire, on a les compétences, on est des bons professionnels. Par contre, effectivement, à un moment donné de son parcours, on a besoin d'avoir une reconnaissance officielle de ces compétences acquises qui bien souvent l'ont été sur le terrain. Donc la validation des acquis de l'expérience, c'est vraiment un dispositif. C'est pas tout à fait une formation, parce que c'est vraiment une mise à plat de ce qu'on sait faire, qui permet de valider mes savoir-faire et de décrocher un diplôme, un niveau CAP ou Bac Pro. Je prouve au travers d'un dossier que je sais faire. Donc je ne repars pas sur les bancs de l'école pour la formation, mais je sais faire et donc je peux valider un niveau de formation pour pouvoir créer mon entreprise ou décrocher un poste qui nécessite ce diplôme-là. Par exemple, je ne sais pas, moi je vais donner un exemple bidon. François, il travaille depuis 10 ans dans une menuiserie et il a envie de monter sur un poste de technicien ou d'avoir des responsabilités. C'est peut-être là que la VAE va intervenir? Oui, tout à fait. Alors François, par exemple, il fait peut-être déjà les missions, le métier, il a déjà le savoir-faire d'un poste de technicien, il n'en a pas la reconnaissance, il n'a pas le diplôme et donc son entreprise lui dit bah oui, moi alors notamment hein, pour des questions salariales, hein, on va peut-être être transparent par rapport à ça. Effectivement, tu es technicien, mais tu n'as pas le diplôme. Et moi, j'ai besoin que tu aies le diplôme pour te reconnaître technicien. Donc là, la VAE est tout à fait adaptée à François, puisque du coup, il n'aura plus qu'à écrire en quelque sorte, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il n'aura plus qu'à écrire ce qu'il sait faire et voir si ça correspond à un référentiel par rapport à un diplôme. Ok, est-ce qu'il peut se faire sans quitter son poste? Oui. Alors après, ça dépend aussi de la position de l'entreprise. Soit effectivement son entreprise lui libère du temps pour aller sur cette démarche-là, soit l'entreprise ne peut pas libérer de temps. Et là, pour le coup, c'est de l'investissement personnel. Une partie des personnes qui préparent des VAE le font sur du temps de congé, le font le soir, etc., sur l'accompagnement. Est-ce que tu peux peut-être nous éclaircir sur, on a vu les 5 points importants. Quel que soit le projet, est-ce que le conseiller de formation des réseaux du Greta peut accompagner? Oui. On peut intervenir en quelque sorte à n'importe quel moment des 5 points qu'on a vus et de l'avancement du projet pour les personnes. Quand vous nous contactez au niveau des Greta, on vous met en relation effectivement avec un conseiller qui est sur le domaine d'activité et on va faire un petit peu un bilan de la situation et on va être amené à vous poser le même type de questions qu'on s'est posé juste avant avec Guillaume, c'est-à-dire où vous en êtes, pourquoi vous choisissez de faire cette reconversion, quelle est votre situation, est-ce que vous êtes salarié, demandeur d'emploi, etc. Et on va pas forcément mettre en place une formation de suite. On peut aussi vous orienter vers le CEP, vers Pôle emploi ou d'autres dispositifs en fonction des situations. Mais effectivement, on va pas vous laisser comme ça dans le flou. On va accompagner un petit bout de chemin, sachant que nous, notre but, c'est de pouvoir vous proposer à l'issue de ce cheminement une formation, un contenu de formation, un contenu pédagogique pour répondre à l'objectif. Ok, super. Alors ça y est, on a fini la théorie. Maintenant, on va passer dans la deuxième partie. Et la deuxième partie, pour rappel, on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Et je pense que, quelles que soient les questions, elles vont vous intéresser si vous regardez cette vidéo. Alors la première question, elle était assez complexe et du coup, je l'ai regroupée avec plusieurs autres questions qui sont un petit peu toutes équivalentes. Qui faut-il que j'aille voir pour ma reconversion ? Est-ce qu'il faut passer par Pôle emploi et est-ce que c'est un organisme qui gère la reconversion? Voilà, j'ai regroupé toutes les questions-là ensemble puisqu'elles traitent du même sujet. Alors, Pôle emploi peut être un premier point. Après, ça va dépendre de la situation. Comme on l'a vu tout à l'heure, le premier réflexe presque à avoir, c'est le CEP plutôt, le conseiller en évolution professionnelle, qui va être le premier relais puisque quelle que soit votre situation professionnelle, demandeur d'emploi ou salarié, il est là pour vous orienter dans les bonnes directions. Donc ça, c'est le premier point. Après, effectivement,
quand on est inscrit à Pôle emploi, effectivement, comme demandeur d'emploi, c'est sûr que ça facilite certaines démarches puisque ça peut permettre d'accéder à des parcours de formation qui sont financés. Tu l'as dit à plusieurs reprises, effectivement, le financement de la formation, c'est le nerf de la guerre. Et effectivement, pour les personnes inscrites à Pôle emploi, aujourd'hui, les financements sont peut-être plus faciles à trouver. Rapidement, le dispositif, comment ça fonctionne, régulièrement, Pôle emploi ou la région va acheter des places de formation aux organismes de formation, dont le Greta, mais pas que, mais des places de formation. Et donc, quand ils vont avoir des besoins, ils vont mobiliser ces places de formation. Donc, effectivement, elles sont financées presque en amont. Donc vous, si vous vous inscrivez sur ce type de formation, si vous êtes éligible, etc., ça va faciliter le financement. Mais ça n'est pas que, il n'y a pas que ça. On peut aussi trouver effectivement d'autres moyens de financement. Ça peut être le CPF, on en a déjà parlé. Ça peut être l'entreprise. L'entreprise peut aussi être mobilisée. Et pour les salariés, elle l'est principalement puisqu'elle participe à l'évolution des compétences de ces salariés. Donc voilà, tout un système, mais effectivement, puisque je crois que Pôle emploi est souvent cité dans les questions que tu as eues, ça n'est pas obligatoire de passer par Pôle emploi, mais si on est demandeur d'emploi, par contre là, c'est obligé puisque c'est le conseiller Pôle emploi qui va inscrire sur les formations. Donc demandeur d'emploi, qu'on soit tous d'accord, c'est quelqu'un qui est au chômage. Mais du coup, est-ce que toutes les formations sont ouvertes sur Pôle emploi ou alors ça va être plutôt orienté sur les besoins qu'il y a en entreprise? Oui. Alors effectivement, les places dont je parlais qui sont achetées ou les formations qui sont achetées le sont parce qu'il y a de la tension, comme on dit, c'est le mot utilisé, il y a de la tension sur le secteur d'activité et effectivement, on va privilégier le financement de certaines formations parce qu'il y a un besoin en main-d'œuvre sur la région. Par contre, effectivement, on retrouve quand même un certain nombre de formations et dans plein de domaines. Notamment, alors si je reprends le domaine du bâtiment, on va trouver des formations en menuiserie, en maçonnerie, en peinture, là sans difficulté, et notamment dans le réseau Greta, puisque on a les ressources en local pour faire ces formations. Et donc tous les ans, régulièrement, on va démarrer des programmes de formation en association avec le lycée. Pour parler un petit peu de pression, je reviens également, vous savez que nous, on a des élèves qui partent en stage. On fait beaucoup d'entreprises quand on va les visiter. Et c'est vrai que là, depuis le Covid, je peux vous dire qu'en pause ou même dans les ateliers de fabrication, on ne fait quasiment pas une entreprise sans qu'ils nous demandent si on a du personnel, si on a des élèves qui sont prêts à aller travailler dans les entreprises, puisqu'ils sont vraiment en recherche en ce moment. Ils sont peinés, ils sont en difficulté pour répondre aux besoins du client parce qu'ils ne trouvent personne, que ce soit en pause ou en fabrication. Donc c'est vrai que là, en ce moment, vous êtes dans le plein boom sur la menuiserie, en tout cas, des embauches possibles. Donc on a parlé de Pôle emploi, on reviendra quand même sur tous les organismes en fin de vidéo, on va tous vous les présenter, et comme ça vous aurez tous les éléments avec ce qu'ils font à chaque fois derrière. Deuxième question, alors on y a déjà un peu répondu, mais du coup, quel organisme contacter? C'est a priori le conseiller… Conseiller en évolution professionnelle, effectivement, qui va après vous orienter en fonction du moment où vous en êtes dans votre parcours vers le bon interlocuteur. Voilà, une question aussi qu'on m'a posée, quels documents il y a à remplir ou est-ce qu'il y a des documents à remplir pour peut-être faire un bilan, commencer à faire un bilan ou ce genre de choses? Alors, des documents qui sont facilitateurs pour se poser, pour affiner le contrat, le parcours, pardon. Ça va dépendre effectivement il n'y a pas de document type en fait. Le plus simple, c'est de reprendre les 5 questions qu'on a vues précédemment et puis de remplir les cases. Après, effectivement, si vous êtes accompagné, chaque structure va avoir un document qui va permettre de caler un petit peu les choses. Mais globalement, une feuille blanche, les 5 questions, et puis la colonne plus, la colonne moins, et puis c'est parti, c'est suffisant. Donc peut-être, on peut imaginer en tout cas, vous regardez la vidéo, vous répondez aux 5 questions et après on va voir le CEP. C'est ça, comme ça permet d'avoir déjà gagné du temps sur la suite. Et du coup, parce que du coup, je ne sais pas la question qui m'a été posée dans le sens où il voulait, mais concernant les documents administratifs, est-ce que c'est assez lourd
Est-ce qu'on est aidé pour les faire? Comment ça se passe? Alors effectivement, tous ces dispositifs sont administratifs. Donc effectivement, il y a des dossiers d'inscription. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, si c'est une formation qui est par exemple financée par Pôle emploi, ben, forcément ça va correspondre aux documents de Pôle emploi. Il faut constituer un dossier. Donc bien souvent, c'est des documents assez simples. On va devoir prouver effectivement qu'on a une carte d'identité, ce genre de choses. Après, c'est du document administratif, nom, prénom, etc. Validation du projet professionnel. Donc ça, c'est important parce que nous, avant de faire une entrée en formation, par exemple, sur certains dispositifs, on va avoir besoin de la validation de Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, ou on va avoir besoin d'un élément qui va nous valider que la personne est bien à sa place dans notre formation. Donc ça peut être un bilan de conseiller en évolution professionnelle ou de bilan de compétences. Ça peut être aussi une enquête qui a été faite auprès d'un professionnel. Le dossier administratif, vous êtes accompagné pour le faire. Si vous entrez en formation, que ce soit au GRETA ou dans un autre organisme, l'organisme, c'est lui qui s'occupe de l'administratif. Et j'ajouterais juste que souvent, ce dossier administratif, il est aussi parce qu'en fonction de votre situation, il y a une rémunération à prévoir en fonction de la situation. Si vous entrez en formation, vous continuez normalement à avoir besoin d'être rémunéré. Donc ces documents administratifs nous permettent aussi de pouvoir mettre en place les bonnes rémunérations. Mais ça, on va vous accompagner et on vous demandera de toute façon tout ce dont on a besoin. Ok, on a vu aussi qu'il y a beaucoup de préoccupations par rapport aussi au financement. Et là, j'ai eu une question sur la rémunération. Est-ce qu'on est rémunéré pendant qu'on est en reconversion? Oui. Alors on est rémunéré, ça c'est sûr. Soit effectivement on est salarié et donc il y a des dispositifs de l'entreprise qui permettent d'avoir un maintien de salaire et d'être en formation. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Ou on est demandeur d'emploi, donc inscrit à Pôle emploi, donc au chômage. On touche ce qu'on appelle les ARE. Et là, effectivement, tout au long de la formation, on a nos droits au chômage qui sont maintenus. Alors, je ferai juste une petite alerte, c'est qu'il y a des modifications de rémunération Pôle emploi qui peuvent intervenir. Quand on est au chômage depuis un petit bout de temps, par exemple, on n'a plus forcément de droits suffisants pour la totalité de la formation. Donc, une fois qu'on est en formation, on va percevoir sa rémunération qu'on connaît bien. Et puis, à un moment donné, en cours de formation, tout peut changer puisque j'ai plus de droits, donc je vais être payée au minimum. Il y a une allocation minimum qui sera quand même versée. Mais ça, c'est important à prendre en compte parce qu'il faut que vous le sachiez avant. Si vous faites une formation d'1 an et qu'en cours de route, vous perdez une partie de votre rémunération, est-ce que vous allez pouvoir continuer à vous mobiliser sur la formation? Donc ça, c'est important aussi. Pour les demandeurs d'emploi, j'entends de voir avec Pôle emploi en amont comment ça va se passer pour ma rémunération tout au long de la formation. Ouais, donc il faut vraiment être vigilant quand on commence à faire attention à ce point-là. Ouais. Une question alors là qui revient, et d'ailleurs j'ai commencé à l'amorcer tout à l'heure, c'est peut-on utiliser le CPF? Donc le CPF qui est le… Compte personnel de formation. Donc le compte personnel de formation, est-ce que justement on peut l'utiliser? Comment ça se passe si on doit l'utiliser?